Le 15 septembre 2022, dans une vallée reculée des Alpes françaises, deux randonneurs découvrent un objet qui va bouleverser l'enquête la plus mystérieuse de la région. Enterré sous 15 centimètres de terre et de feuilles mortes, un appareil photo numérique contient des images qui révèlent la véritable raison de la disparition de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc, deux adolescents volatilisés 5 ans plus tôt dans ces mêmes montagnes. Ces photos, prises quelques heures avant leur disparition, exposent un secret si dangereux qu'il a coûté la vie à ces deux jeunes hommes. Mais qu'avaient-ils découvert exactement ? Et pourquoi leur appareil photo a-t-il été enterré si loin du lieu de leur dernière trace connue? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chamonix-Mont-Blanc, au cœur de la vallée de l'Arve, est une commune de 8000 habitants nichée au pied du Mont Blanc. Cette ville mythique, berceau de l'alpinisme moderne, attire chaque année des millions de visiteurs venus admirer ses sommets vertigineux et ses glaciers millénaires. Mais au-delà de son image de carte postale, Chamonix abrite une communauté soudée, où tout le monde se connaît, où les secrets sont rares et où la disparition de deux adolescents peut bouleverser toute une population. En 2017, la ville vit encore dans l'euphorie des récents Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, où plusieurs athlètes français formés dans les centres d'entraînement locaux ont brillé sur les pistes. Les installations sportives de la vallée, notamment le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne du Grand Bornand, situé à 40 km, accueillent régulièrement des équipes nationales et internationales. Cette proximité avec le sport de haut niveau a transformé Chamonix en un véritable laboratoire de la performance où médecins du sport, préparateurs physiques et nutritionnistes côtoient les champions de demain. Gwenaël Tanguy, 16 ans, est le fils unique du docteur Marc Tanguy, vétérinaire respecté qui dirige la clinique vétérinaire de la vallée depuis 20 ans. Grand pour son âge, cheveux châtains toujours ébouriffés par le vent de la montagne, Gwenaël possède cette passion dévorante pour la photographie que seuls les adolescents savent cultiver. Chaque week-end, on le voit arpenter les sentiers avec son Nikon D 3400, cadeau de ses 16 ans à la recherche du cliché parfait. Élève brillant au lycée polyvalent Roger Frison-Roche, il rêve d'intégrer une école de photographie à Paris après son baccalauréat. Sa chambre, située au 2e étage de la maison familiale rue du Lirette, ressemble davantage à un laboratoire de développement qu'à une chambre d'adolescent, avec ses agrandisseurs artisanaux et ses bacs de révélation improvisés. Son meilleur ami, Erwan Leblanc, 17 ans, présente un profil totalement différent. Fils de Claire Leblanc, pharmacienne propriétaire de l'officine centrale de Chamonix, Erwan incarne le parfait athlète de montagne. 1,80 m, une musculature déjà bien développée par des années de ski de fond et d'escalade. Il fait partie de l'équipe régionale de biathlon et nourrit des ambitions olympiques. Contrairement à son ami introverti, Erwan rayonne de cette confiance naturelle des sportifs de haut niveau. Il connaît chaque sentier, chaque refuge, chaque passage délicat de la vallée comme sa poche. Les habitants le voient souvent partir avant l'aube pour ses entraînements matinaux, ski sur l'épaule en hiver, chaussures de trail aux pieds en été. L'amitié entre ces deux garçons aux tempéraments opposés intrigue depuis toujours leurs parents respectifs. Marc Tanguy et Claire Leblanc se côtoient professionnellement. Le vétérinaire prescrit régulièrement des médicaments préparés par la pharmacienne pour ses patients à 4 pattes. Mais leurs enfants semblent évoluer dans des univers parallèles. Pourtant, depuis l'école primaire, Gwenaël et Erwan sont inséparables. L'un apporte à l'autre ce qui lui manque. Gwenaël offre à Erwan une sensibilité artistique et une réflexion profonde sur le monde qui l'entoure, tandis qu'Erwan initie son ami aux joies de l'effort physique et à la connaissance intime de la montagne. En cette fin d'été 2017, les deux adolescents préparent ensemble leur dernière année de lycée.
Gwenaël vient d'être accepté pour un stage photo au journal local, le Dauphiné Libéré, tandis qu'Erwan s'entraîne intensivement en vue des championnats de France junior de biathlon prévus en janvier suivant. Leurs parents respectifs voient d'un bon œil cette amitié qui semble équilibrer leur personnalité et leurs ambitions. La vallée de Chamonix, avec ses 160 km de sentiers balisés, offre un terrain de jeu infini pour deux adolescents passionnés de montagne. Du téléphérique de l'Aiguille du Midi aux pentes douces du domaine de Balme, en passant par les refuges mythiques du Mont Blanc, tout invite à l'exploration et à l'aventure. C'est dans ce décor grandiose, entre glaciers éternels et sommets de plus de 4000 mètres, que va se jouer le destin tragique de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc. Le samedi 13 août 2017, le soleil se lève dans un ciel parfaitement dégagé sur la vallée de Chamonix. Les prévisions météorologiques annoncent une journée idéale pour la randonnée. Température maximale de 26 degrés en vallée, vent faible et excellente visibilité. À 6h30 précise, Gwenaël Tanguy frappe à la porte de son ami Erwan Leblanc. Les deux adolescents ont prévu une excursion photographique vers le refuge de l'Eschaux, situé à 2430 mètres d'altitude, dans le massif du Mont Blanc. Claire Leblanc, déjà levée pour préparer le petit déjeuner de son fils, accueille Gwenaël avec son habituelle bienveillance. Elle note dans son agenda personnel, une habitude qu'elle conserve depuis des années, l'heure de départ des garçons et leur destination prévue. 7h15, départ pour l'Eschaux, retour prévu 18h, écrit-elle de son écriture soignée de pharmacienne. Cette précision, qui peut paraître excessive, s'explique par le métier de Claire. Habituée à la rigueur pharmaceutique, elle applique la même minutie à la vie quotidienne. Erwan a préparé son sac la veille au soir selon ses habitudes d'athlète. Gourde de 2 litres, barres énergétiques, trousse de premier secours, carte IGN au 25 millième, altimètre et GPS de randonnée Garmin. Gwenaël, de son côté, transporte son précieux Nikon avec 3 objectifs différents, un trépied léger en carbone et suffisamment de cartes mémoire pour immortaliser leur journée. Son sac contient également un carnet où il note méticuleusement les paramètres de chaque prise de vue. Une manie qu'il a développée depuis qu'il suit les conseils d'un photographe professionnel rencontré lors d'un stage. À 7h15 exactement, les deux amis embarquent dans la Peugeot 206 d'Erwan, un véhicule d'occasion que ses parents lui ont offert pour ses 17 ans, afin qu'il puisse se rendre de manière autonome à ses entraînements. Il se dirige vers Argentières, petit village situé à 9 km au nord de Chamonix, point de départ traditionnel pour accéder au refuge de l'Eschaux. Le trajet se déroule dans la bonne humeur habituelle. Erwan conduit prudemment sur la route sinueuse qui longe l'Arve, tandis que Gwenaël vérifie une dernière fois le matériel photographique. Il croise Marie Delacroix, employée municipale qui se rend à son travail à vélo, vers 7h45 au niveau du rond-point d'Argentières. Cette dernière les remarque particulièrement car Erwan klaxonne amicalement en la dépassant, un geste familier qu'elle mentionnera plus tard aux enquêteurs. Arrivés au parking du refuge de Lognan vers 8h, les deux adolescents commencent leur ascension par le sentier classique qui serpente d'abord dans une forêt de mélèzes et d'épicéas. La première partie de la randonnée, relativement facile, permet de s'échauffer progressivement tout en admirant la vue sur le glacier d'Argentières qui s'étend majestueusement sur leur droite. Gwenaël s'arrête régulièrement pour photographier les jeux de lumière sur la glace et les séracs, tandis qu'Erwan maintient un rythme soutenu, impatient d'atteindre les parties techniques du parcours. Vers 10h30, il croise Bernard Martineau, guide de haute montagne de 62 ans, qui redescend du refuge avec un groupe de clients allemands. Martineau, professionnel aguerri qui connaît personnellement la plupart des familles de la vallée, s'arrête quelques minutes pour échanger avec les deux jeunes. Il se souvient parfaitement de cette rencontre. Les garçons avaient l'air en pleine forme. Erwan m'a demandé des conseils sur les conditions du glacier pour une future course, et Gwenaël prenait des photos du groupe. Ils étaient détendus, souriants. Rien ne laissait présager le moindre problème.
Le guide note également que les adolescents sont parfaitement équipés et semblent maîtriser parfaitement leur itinéraire. Il lui montre leur progression sur la carte et évoque leur intention de redescendre par le même chemin avant 16 heures pour éviter les orages de fin de journée fréquents en montagne durant l'été. Martineau les salue chaleureusement et poursuit sa descente, convaincu de les recroiser dans l'après-midi. À 11h45, Gwenaël envoie un SMS à son père depuis le refuge de l'Échaud. Arrivé au refuge, vue magnifique. Beaucoup de photos. Descente prévue 14h. Bisous. Ce message, reçu et lu par Marc Tanguy à 12h10, pendant sa pause déjeuner à la clinique vétérinaire, constitue la dernière communication connue des deux adolescents. Au refuge, Jean-Pierre Chabrier, gardien depuis 15 ans, se souvient parfaitement de leur passage. Les deux jeunes déjeunent rapidement d'un sandwich et d'une boisson chaude, règlent leur consommation en espèces, 12,50 € selon le carnet de caisse du refuge, et repartent vers 13h15 après avoir consulté une dernière fois les prévisions météorologiques affichées près de l'entrée. Chabrier note qu'ils semblent parfaitement à l'aise et confiants, discutant joyeusement de leur prochaine sortie prévue la semaine suivante. C'est à partir de ce moment que commence le mystère. Entre 13h15, moment où ils quittent le refuge sous le regard bienveillant du gardien, et 18h, heure à laquelle Claire Leblanc commence à s'inquiéter de ne pas voir revenir son fils, Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc semblent s'être volatilisés dans les montagnes qu'ils connaissaient pourtant si bien. À 18h30, Claire contacte Marc Tanguy pour savoir si son fils a donné des nouvelles. Devant la réponse négative du vétérinaire, les deux parents tentent de joindre les téléphones portables des adolescents, sans succès. Les appels tombent directement sur les messageries vocales, ce qui peut s'expliquer par la faible couverture réseau en montagne, mais qui commence néanmoins à inquiéter les familles. À 19h45, Marc Tanguy et Claire Leblanc se retrouvent au parking de Lognan, où la Peugeot 206 d'Erwan les attend sagement, couverte de rosée. Aucune trace d'effraction, aucun signe de lutte. Les clés sont même restées cachées sous le pare-choc arrière, comme convenu. Cette découverte, loin de les rassurer, renforce leur angoisse. Si les garçons étaient simplement en retard, ils seraient venus récupérer la voiture. À 20h15, Claire Leblanc compose le 18 pour alerter les secours en montagne. Son appel est traité par le Centre de coordination de sauvetage en montagne de Chamonix, dirigé par le lieutenant-colonel Thierry Duclos. Malgré l'heure tardive et la tombée de la nuit qui rend les recherches dangereuses, une première équipe de 3 gendarmes, spécialisés en montagne, part immédiatement vers le refuge de l'Échaud avec du matériel d'éclairage et de communication. Cette première mission de reconnaissance, menée dans des conditions difficiles, par des températures qui chutent rapidement sous 0 degré, ne donne aucun résultat. Les gendarmes interrogent Jean-Pierre Chabrier qui confirme le départ des adolescents vers 13h15 et l'absence de tout problème apparent. Une fouille sommaire des environs immédiats du refuge, limitée par l'obscurité et les risques de chute, ne révèle aucun indice. Le dimanche 14 août au matin, dès les premières lueurs de l'aube, commence l'une des plus importantes opérations de recherche jamais organisées dans la vallée de Chamonix. 75 personnes participent aux investigations. Gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, sapeurs-pompiers, membres du secours alpin, guides bénévoles et même des habitants volontaires qui connaissent parfaitement la région. 3 hélicoptères de la sécurité civile survolent méthodiquement tous les secteurs accessibles, scrutant chaque couloir, chaque éboulis, chaque zone d'avalanche potentielle. Les équipes au sol ratissent systématiquement les sentiers de descente, explorent les variantes possibles et inspectent tous les abris naturels où des randonneurs en difficulté auraient pu chercher refuge. Après 3 jours de recherche intensive, mobilisant plus de 200 personnes et coûtant près de 80 000 € au service de secours, les autorités sont contraintes d'admettre l'évidence troublante. Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc semblent avoir purement et simplement disparu de la surface de la Terre, quelque part entre le refuge de l'Échaud et le parking de Lognan,
sur un itinéraire qu'il connaissait parfaitement et par des conditions météorologiques idéales. Les semaines qui suivent la disparition transforment radicalement la vie de la petite communauté chamonniarde. Marc Tanguy, habituellement si méticuleux dans son travail de vétérinaire, commet des erreurs d'inattention qui inquiètent ses clients et ses employés. On le voit parfois, en pleine consultation, s'arrêter brusquement de parler et fixer le vide pendant de longues secondes, comme si son esprit était ailleurs, dans ces montagnes où son fils unique a disparu. Sa collègue et assistante, Véronique Favre, note dans son journal personnel qu'il a perdu 8 kilos en 2 mois et qu'il refuse catégoriquement de prendre des vacances. Claire Leblanc réagit différemment au drame. La pharmacienne canalise sa douleur dans une hyperactivité professionnelle troublante. Elle ouvre désormais son officine dès 6h30 le matin et ne ferme qu'après 20h, trouvant dans le contact avec ses clients une échappatoire temporaire à son angoisse. Ses employés, Martine Roussel et Sophie Girard, s'inquiètent de la voir réorganiser compulsivement les rayonnages et vérifier 3 fois chaque ordonnance, comme si la perfection professionnelle pouvait combler le vide laissé par l'absence d'Erwan. L'enquête officielle, menée par le capitaine Sophie Dufresne de la gendarmerie de Chamonix, explore méthodiquement toutes les pistes possibles. Femme de 43 ans, mère de 2 enfants, Dufresne comprend intimement la douleur des parents et s'investit personnellement dans cette affaire qui la hante. Elle fait analyser les dernières communications téléphoniques des adolescents, épluche leurs comptes sur les réseaux sociaux, interroge leurs camarades de classe et leurs professeurs. Aucun élément ne suggère une fugue planifiée, des problèmes familiaux ou sentimentaux, encore moins des fréquentations dangereuses. Les téléphones portables des disparus, retrouvés dans leurs sacs respectifs lors d'une fouille approfondie de leur chambre, ne révèlent rien d'anormal. Gwenaël consultait principalement des sites de photographie et des forums techniques sur le matériel Nikon. Erwan échangeait régulièrement avec ses coéquipiers de biathlon et suivait les actualités du ski de fonte internationale. Leurs derniers messages échangés, la veille de leur disparition, concernent uniquement l'organisation de leur randonnée, horaires, matériel à emporter, conditions météorologiques. Au lycée Roger Frison-Roche, l'ambiance change profondément avec la rentrée de septembre 2017. Les camarades de classe de Gwenaël et Erwan, particulièrement leur professeur principal, M. Alain Mercier, organisent une veillée de soutien aux familles le 15 septembre, un mois jour pour jour après la disparition. Cette cérémonie, qui rassemble plus de 300 personnes dans la salle polyvalente de l'établissement, témoigne de l'impact émotionnel considérable de cette affaire sur toute la communauté éducative. Les théories les plus diverses circulent dans les conversations de bistrot et les discussions de marché. Certains évoquent un accident de montagne, les corps ayant pu être emportés par une avalanche tardive ou ensevelis dans une crevasse. D'autres imaginent une agression par des marginaux vivant dans les refuges abandonnés, hypothèse rapidement écartée par les enquêteurs qui connaissent parfaitement tous les individus fréquentant régulièrement le secteur. Les plus imaginatifs parlent d'enlèvement par des trafiquants, théorie qui ne résiste pas à l'analyse. Pourquoi cibler 2 adolescents sans fortune particulière dans un secteur si isolé? Marc Tanguy et Claire Leblanc refusent d'abandonner. À l'automne 2017, ils créent ensemble l'association Recherches en montagne, avec pour objectif de maintenir la pression sur les autorités et d'organiser des battues régulières avec des bénévoles. Chaque week-end, des groupes de 10 à 15 personnes ratissent méthodiquement les secteurs les plus reculés du massif du Mont Blanc, équipés de détecteurs de métaux et de chiens spécialisés dans la recherche de personnes. Ces expéditions, parfois dangereuses, inquiètent les secours en montagne qui craignent d'avoir à déplorer de nouveaux accidents. Le lieutenant-colonel Duclos doit plusieurs fois intervenir pour dissuader les familles d'explorer des zones particulièrement exposées aux chutes de pierres ou aux avalanches. Cette tension entre le désir compréhensible des parents de retrouver leurs enfants et les impératifs de sécurité crée parfois des situations tendues avec les autorités. L'hiver 2017-2018 apporte un répit forcé aux recherches, mais intensifie la souffrance psychologique des familles.
Claire Leblanc consulte discrètement un psychologue à Annecy, trajet qu'elle effectue chaque jeudi après la fermeture de la pharmacie. Elle ne peut supporter l'idée que son entourage professionnel découvre sa fragilité. Marc Tanguy, lui, trouve un exutoire dans de longues randonnées solitaires en raquette, retraçant obsessionnellement le dernier parcours connu de son fils. Le printemps 2018 marque une reprise intensive des recherches avec l'arrivée de nouveaux bénévoles, notamment des étudiants de l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui voient dans cette participation un moyen de rendre service à la communauté montagnarde. Ces jeunes, souvent âgés de 20 à 25 ans et techniquement très compétents, apportent un regard neuf sur l'affaire et proposent d'explorer des itinéraires alternatifs que les enquêteurs professionnels n'avaient pas envisagés. Parmi ces étudiants se trouve Julien Morel, 24 ans, originaire de Grenoble et spécialisé en escalade sur glace. Morel développe une théorie personnelle selon laquelle les deux adolescents auraient pu dévier de leur itinéraire habituel pour photographier une formation glaciaire particulière, puis chuter dans une zone non visible depuis les sentiers classiques. Cette hypothèse, étayée par une connaissance approfondie de la psychologie des photographes de montagne, convainc partiellement les familles qui autorisent l'étudiant à mener ses propres investigations. Au cours de l'été 2018, exactement un an après la disparition, Morel organise 3 expéditions dans des secteurs jamais explorés, accompagné d'une équipe réduite mais expérimentée. Ces missions, autorisées par la préfecture après de longues négociations administratives, mobilisent des techniques de rappel et d'escalade pour accéder à des zones particulièrement escarpées. Malgré la découverte de quelques débris sans rapport avec l'affaire, fragments de tentes anciennes, détritus de randonneurs peu scrupuleux, ces recherches ne donnent aucun résultat probant. L'année 2019 apporte un changement majeur dans la dynamique de l'enquête avec l'arrivée du brigadier-chef Thomas Lemaire, spécialiste des disparitions inquiétantes, muté à Chamonix depuis Grenoble. Lemaire, 48 ans, divorcé, sans enfant, possède cette rigueur méthodique et cette patience que seuls développent les enquêteurs confrontés régulièrement à des affaires complexes. Il reprend entièrement le dossier depuis le début, réinterroge tous les témoins, fait analyser à nouveau les téléphones et les ordinateurs des disparus par le service informatique de la gendarmerie. Cette nouvelle approche révèle un détail troublant que l'enquête initiale avait négligé. En analysant l'historique de navigation Internet de Gwenaël Tanguy, Lemaire découvre que l'adolescent avait consulté 3 jours avant sa disparition plusieurs forums de photographie dédiés à la macrophotographie et aux prises de vue scientifiques. Plus précisément, Gwenaël s'était renseigné sur les techniques photographiques permettant de documenter des installations industrielles ou des laboratoires, recherchant des informations sur les objectifs adaptés aux prises de vue en faible luminosité et les méthodes pour photographier discrètement sans flash. Cette découverte intrigue profondément Lemaire. Pourquoi un adolescent passionné de paysages de montagne s'intéresse-t-il soudainement à la photographie industrielle? Le brigadier-chef approfondit ses recherches et découvre que Gwenaël avait également téléchargé un logiciel de géolocalisation avancé permettant d'enregistrer précisément les coordonnées GPS de chaque photographie. Ce niveau de préparation technique semble disproportionné pour une simple randonnée photographique en montagne. Parallèlement à ces découvertes, Claire Leblanc révèle à l'enquêteur un détail qu'elle avait jusqu'alors considéré comme insignifiant. Quelques jours avant la disparition, Erwan lui avait posé des questions inhabituelles sur certains médicaments vendus dans sa pharmacie, notamment les anabolisants et les substances interdites dans le sport de haut niveau. La pharmacienne avait attribué cette curiosité à la passion de son fils pour le biathlon et à son désir de comprendre les problèmes de dopage qui touchent régulièrement le sport français. Ces 2 éléments, l'intérêt soudain de Gwenaël pour la photographie industrielle et les questions d'Erwan sur les substances dopantes, convergent vers une hypothèse que Lemaire commence à formuler sans oser encore l'exprimer clairement. Et si les 2 adolescents avaient découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir?
Et si leur disparition n'était pas accidentelle, mais résultait d'une volonté délibérée de les faire taire? Cette réorientation de l'enquête coïncide avec l'arrivée de l'automne 2019 et l'approche du 2e anniversaire de la disparition. Les familles, épuisées par 2 années d'espoir et de déception, commencent à envisager l'organisation d'une cérémonie de commémoration. Cette perspective, longtemps refusée car assimilée à un abandon de la recherche, s'impose progressivement comme une nécessité psychologique pour faire le deuil et continuer à vivre. C'est dans ce contexte de résignation naissante que va survenir l'événement qui va tout changer. La découverte fortuite d'un objet qui va révéler la véritable raison de la disparition de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc, et prouver que les soupçons du brigadier-chef Lemaire étaient parfaitement fondés. Le 15 septembre 2022, soit exactement 5 ans et 1 mois après la disparition des 2 adolescents, Antoine Delorme et Isabelle Vacher, couple de randonneurs parisiens âgés respectivement de 54 et 52 ans, décident d'explorer un secteur peu fréquenté du massif de l'Aiguille Verte. Delorme, ingénieur à la retraite et randonneur expérimenté, cherche depuis des années à photographier les marmottes dans leur environnement naturel, loin des sentiers touristiques où ces animaux sont devenus méfiants. Le couple part du refuge d'Argentière vers 8 heures du matin, par un temps idéal caractérisé par une excellente visibilité et des températures douces pour la saison. Leur objectif, atteindre un plateau d'altitude moyenne, situé à 2100 mètres, réputé pour abriter une importante colonie de marmottes particulièrement active en cette période de l'année où les animaux constituent leur réserve avant l'hibernation. Après 3 heures de marche sur un sentier peu marqué mais techniquement accessible, Delorme et Vacher atteignent la zone qu'ils recherchaient. Le plateau, d'une superficie d'environ 2 hectares, offre effectivement un spectacle saisissant. Plusieurs familles de marmottes évoluent tranquillement entre les rochers, tandis que la vue sur la vallée de Chamonix s'étend majestueusement en contrebas. Vers 11h30, alors qu'Isabelle Vacher installe son matériel photographique près d'un amas rocheux, elle remarque une anomalie dans le terrain. À proximité d'un gros bloc de granit partiellement couvert de mousse, la terre présente un léger affaissement, comme si quelque chose était enterré à faible profondeur. Cette irrégularité, de forme approximativement rectangulaire et mesurant environ 30 cm sur 20, attire son attention de géologue amateur. Intrigué, Vacher appelle son compagnon qui abandonne momentanément sa chasse photographique aux marmottes pour examiner la découverte. Delorme, dont l'expérience d'ingénieur a développé un sens aigu de l'observation, confirme que cette dépression n'est pas naturelle. Quelque chose a manifestement été enfoui à cet endroit, probablement depuis plusieurs années compte tenu de la végétation qui a repoussé par-dessus. Après une discussion sur l'opportunité de creuser, il ne possède qu'un petit outil multifonction peu adapté à ce type de travail, le couple décide finalement de satisfaire sa curiosité. En utilisant alternativement la lame de leur couteau suisse et leurs mains, ils dégagent progressivement 15 cm de terre mélangée à des feuilles mortes et des brindilles décomposées. À 11h53 précisément, Delorme note scrupuleusement l'heure sur son carnet de randonnée. Leurs efforts sont récompensés par une découverte stupéfiante. Leurs doigts touchent à la surface d'un objet dur, lisse, manifestement artificiel. Quelques minutes supplémentaires de dégagement révèlent les contours d'un appareil photo numérique de couleur noire, partiellement enfoui dans un sac plastique transparent qui a remarquablement bien protégé l'équipement des intempéries. La première réaction du couple est la perplexité. Que fait un appareil photo enterré dans un secteur si isolé, à plus de 2 heures de marche du sentier le plus proche? L'objet, un Nikon D 3400, selon l'inscription visible sur la face avant, semble en parfait état malgré ses années d'enfouissement. Le sac plastique, bien qu'embué par la condensation, a efficacement protégé l'électronique de l'humidité. Isabelle Vacher, qui suit régulièrement les actualités locales depuis qu'elle fréquente la région pour ses randonnées, fait immédiatement le rapprochement avec l'affaire qui a marqué la vallée 5 ans plus tôt. Elle se souvient parfaitement des articles de presse évoquant la disparition de 2 adolescents,
dont l'un était passionné de photographie. Cette coïncidence lui semble trop troublante pour être fortuite. Antoine Delorme partage l'intuition de sa compagne. Manipulant précautionneusement l'appareil sans l'allumer, il connaît suffisamment l'électronique pour savoir que la batterie est probablement déchargée après 5 ans. Il recherche des éléments d'identification. Sur la lanière, partiellement effacée mais encore lisible, figure un nom gravé au feutre indélébile, G. Tanguy. Cette découverte lève tous les doutes. Le couple vient de retrouver l'appareil photo de Gwenaël Tanguy, l'un des 2 adolescents disparus en août 2017. Mais cette trouvaille soulève immédiatement une question troublante. Que fait cet appareil enterré à plus de 3 kilomètres du dernier lieu où les jeunes ont été vus vivants? Et surtout, qui l'a enfoui et pourquoi? Conscients de l'importance de leur découverte, Delorme et Vachère décident de redescendre immédiatement vers la vallée pour alerter les autorités. Ils replacent soigneusement l'appareil dans son sac plastique, notent précisément les coordonnées GPS de l'emplacement grâce à leur récepteur Garmin et prennent plusieurs photographies de la scène avant de remettre tout en l'état. La descente vers Argentière s'effectue dans un silence inhabituel. Chacun mesure la portée potentielle de cette découverte pour les familles des disparus, mais aussi les questions troublantes qu'elle va inévitablement soulever. Si cet appareil photo contient encore des images exploitables après 5 ans d'enfouissement, que vont-elles révéler sur les dernières heures de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc? À 14h20, Antoine Delorme pousse la porte de la gendarmerie de Chamonix et demande à s'entretenir d'urgence avec l'officier responsable de l'enquête sur la disparition des 2 adolescents. L'accueil est assuré par l'adjudant Sophie Moreau qui, après avoir écouté le récit du randonneur, fait immédiatement appeler le brigadier-chef Thomas Lemaire. Lemaire, qui était justement en train de relire le dossier dans le cadre d'une révision périodique de l'affaire, accueille cette information avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Enfin, un élément tangible après 5 années d'investigations infructueuses. Mais il sait aussi que cette découverte va rouvrir des blessures à peine cicatrisées chez les familles et relancer une médiatisation qu'il aurait préféré éviter. Après avoir pris la déposition détaillée du couple et relevé les coordonnées précises de la trouvaille, le maire organise immédiatement une expédition de récupération. À 16h, une équipe composée de 2 gendarmes spécialisés en montagne et d'un technicien de la police scientifique part vers le plateau d'altitude avec mission de sécuriser la scène et de récupérer l'appareil photo selon les protocoles judiciaires les plus stricts. La récupération de l'appareil photo s'effectue dans les règles de l'art sous la supervision du technicien François Dubois, spécialiste en cybercriminalité détaché pour l'occasion depuis le laboratoire de police scientifique de Lyon. Dubois, 46 ans, possède une expérience de 15 années dans la récupération de données sur supports endommagés ou anciens. Il sait que les chances de retrouver des informations exploitables sur un appareil enterré depuis 5 ans restent faibles, mais l'excellent état de conservation du matériel grâce à sa protection plastique lui laisse espérer un miracle technique. Le transport de l'appareil vers le laboratoire de Lyon s'effectue dans des conditions de sécurité maximales. Dubois utilise un conteneur étanche, spécialement conçu pour préserver les preuves électroniques sensibles, maintenant une température constante de 15 degrés et un taux d'humidité contrôlé. Le moindre choc ou variation environnementale pourrait définitivement compromettre les données stockées dans la mémoire de l'appareil. Parallèlement, le brigadier-chef Lemaire prend la décision difficile d'informer les familles avant que l'information ne filtre dans la presse locale. Il convoque Marc Tanguy et Claire Leblanc le lendemain matin à la gendarmerie, leur explique les circonstances de la découverte et les met en garde contre des espoirs trop importants. L'appareil peut très bien ne contenir aucune image récupérable ou révéler simplement des photographies de paysages sans intérêt pour l'enquête. La réaction des parents est prévisible, mais déchirante. Marc Tanguy, habituellement si maître de lui-même, fond en larmes en apprenant que l'appareil de son fils a été retrouvé. Pour lui,
Cette découverte constitue la première preuve tangible que Gwenaël a bien existé, qu'il n'a pas simplement rêvé cette paternité brutalement interrompue. Claire Leblanc, plus pragmatique, bombarde immédiatement l'enquêteur de questions techniques. Combien de temps faudra-t-il pour analyser l'appareil? Quelles sont les chances de récupérer des données? Pourquoi l'appareil était-il enterré si loin du lieu de disparition? Ces questions, le maire se les pose également, sans pouvoir y répondre pour l'instant. L'emplacement de la découverte, à 3 kilomètres du refuge de l'Échaud et dans une direction totalement opposée à l'itinéraire de retour prévu par les adolescents, suggère soit une déviation volontaire de leur part, soit l'intervention d'une tierce personne. Dans les deux cas, cela remet en question toutes les hypothèses formulées jusqu'à présent. Le 18 septembre, soit 3 jours après la découverte, François Dubois appelle personnellement le maire depuis son laboratoire lyonnais. Les nouvelles sont à la fois encourageantes et troublantes. L'appareil photo a parfaitement résisté à son séjour souterrain. La batterie, bien qu'entièrement déchargée, n'a pas coulé et n'a pas endommagé les circuits internes. Plus surprenante encore, la carte mémoire SD de 16 gigaoctets est parfaitement lisible et contient effectivement des images datées du 13 août 2017. Mais ce que révèle Dubois dépasse toutes les attentes de l'enquêteur. L'appareil contient 73 photographies prises le jour de la disparition, dont les 53 dernières, temporellement situées entre 15h45 et 16h22, montrent des scènes qui n'ont absolument rien à voir avec une randonnée en montagne traditionnelle. Ces images, que Dubois décrit comme extrêmement préoccupantes pour la sécurité des personnes qui les ont prises, montrent l'intérieur de ce qui ressemble à un laboratoire clandestin installé dans une construction souterraine. On y voit des équipements sophistiqués de chimie organique, des centaines de flacons contenant des liquides non identifiés, des balances de précision, et surtout des documents partiellement visibles portant des logos d'organisations sportives internationales. L'une des photographies montre clairement un tableau blanc sur lequel sont inscrites des formules chimiques complexes accompagnées de noms de sportifs de haut niveau, certains participant aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Une autre image révèle des seringues préparées et étiquetées avec des dates précises correspondant à des compétitions majeures de biathlon et de ski de fond. Dubois explique à le maire que l'analyse technique des métadonnées confirme l'authenticité des images et précise leur géolocalisation. Selon les données GPS enregistrées automatiquement par l'appareil, ces photographies ont été prises dans un rayon de 500 mètres autour du lieu où l'équipement a été découvert. Cela signifie qu'un laboratoire clandestin de production de substances dopantes fonctionnait en 2017 dans cette zone reculée des Alpes françaises. Cette révélation bouleverse complètement l'orientation de l'enquête. Le maire comprend immédiatement que Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc ont probablement été témoins d'activités criminelles majeures et que leur disparition n'a rien d'accidentel. Quelqu'un a délibérément fait disparaître ces deux adolescents pour protéger un secret qui pouvait ruiner des carrières et compromettre l'intégrité de compétitions sportives internationales. L'enquêteur fait immédiatement appel au procureur de la République de Bonneville pour transformer l'enquête de disparition inquiétante en information judiciaire pour homicide volontaire. Cette requalification permet de mobiliser des moyens d'investigation considérablement renforcés et d'impliquer des services spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la corruption sportive. Le 20 septembre, une équipe de 20 enquêteurs, accompagnée de spécialistes en substances illicites et d'experts en installations clandestines, se déploie sur le plateau où l'appareil photo a été découvert. Leur mission: localiser et explorer le laboratoire photographié par Gwenaël Tanguy 5 ans plus tôt, et rassembler tous les indices susceptibles d'identifier les responsables de cette organisation criminelle. Les recherches, menées avec des détecteurs de métaux sophistiqués et des chiens spécialisés dans la détection de produits chimiques, révèlent rapidement l'existence d'une installation souterraine parfaitement camouflée.
Dissimulée sous une fosse dalle de pierre et accessible par un puits vertical de 3 mètres de profondeur, cette installation révèle l'ampleur de l'organisation criminelle que les deux adolescents avaient découverte par hasard. Le laboratoire, d'une superficie de 40 mètres carrés, a manifestement été abandonné en urgence. Des équipements coûteux, centrifugeuses, microscopes électroniques, systèmes de refroidissement ont été laissés sur place, suggérant que ses occupants ont dû fuir précipitamment sans avoir le temps d'organiser une évacuation méthodique. Plus troublante encore, les enquêteurs découvrent des traces de combustion récentes et des résidus chimiques qui indiquent une tentative de destruction des preuves. L'analyse des résidus chimiques, confiée au Laboratoire national de police scientifique, confirme la production massive de substances dopantes interdites. EPO de synthèse, hormones de croissance, stéroïdes anabolisants et cocktails stimulants impossibles à détecter par les contrôles antidopage traditionnels. Les quantités produites, estimées à partir des traces retrouvées, suggèrent un approvisionnement à l'échelle européenne pendant plusieurs années. Mais la découverte la plus troublante reste un carnet partiellement brûlé retrouvé dans les décombres du laboratoire. Les pages encore lisibles contiennent des listes de noms, de dates et de montants financiers qui établissent clairement l'existence d'un réseau de corruption impliquant des médecins, des entraîneurs et des responsables d'organisations sportives internationales. Parmi ces noms figurent plusieurs personnalités du sport français que l'opinion publique considère comme irréprochables. Cette découverte explosive place l'enquête dans une dimension internationale et impose des mesures de sécurité renforcées pour protéger les enquêteurs et les témoins. Le maire comprend qu'il ne s'agit plus d'une simple affaire criminelle locale, mais d'un scandale qui pourrait ébranler l'intégrité du sport olympique français et compromettre la réputation de nombreuses personnalités publiques. Le 25 septembre, alors que l'enquête prend une ampleur considérable, avec l'implication d'Europol et de l'Agence mondiale antidopage, un dernier élément vient compléter le puzzle de cette affaire extraordinaire. François Dubois, en analysant plus finement les métadonnées des photographies, découvre que l'appareil de Gwenaël Tanguy a continué à fonctionner plusieurs heures après la prise des dernières images du laboratoire. Les données techniques révèlent que l'appareil a été déplacé à plusieurs reprises entre 16h22 et 19h15 le 13 août 2017, suivant un trajet erratique qui suggère qu'il était transporté par une personne se déplaçant dans la montagne. La dernière localisation enregistrée correspond exactement au lieu où Antoine Delorme et Isabelle Vacher l'ont retrouvé 5 ans plus tard. Cette chronologie technique confirme la théorie de Lemaire. Après avoir découvert le laboratoire clandestin et l'avoir photographié, Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc ont été interceptés par les responsables du trafic. L'appareil photo, preuve accablante de leurs activités, a été récupéré et enterré dans l'espoir qu'il ne soit jamais retrouvé. Quant aux deux adolescents, leur sort ne fait désormais plus de doute pour personne. L'enquête entre alors dans sa phase la plus délicate, identifier les responsables de ce laboratoire clandestin et prouver leur implication dans la disparition des deux jeunes. Car derrière cette installation sophistiquée se cache forcément un réseau organisé disposant de moyens financiers considérables et de complicités dans le milieu sportif français. Des complicités qui ont permis de faire disparaître Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc sans laisser de traces pendant 5 années. Le 1er octobre 2022, l'enquête connaît un tournant décisif grâce à l'exploitation du carnet partiellement brûlé retrouvé dans le laboratoire clandestin. Les experts en graphologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale parviennent à reconstituer plusieurs pages cruciales en utilisant des techniques d'imagerie par fluorescence ultraviolette. Ces documents révèlent l'existence d'un réseau de corruption d'une ampleur insoupçonnée, orchestré depuis la France et s'étendant à travers toute l'Europe. Le nom qui revient le plus fréquemment dans ces notes est celui du docteur Philippe Vargas, médecin de 58 ans officiellement spécialisé en médecine du sport et rattaché au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Vargas
respecté dans son domaine et régulièrement consulté par les équipes olympiques françaises, apparaît dans le carnet comme le coordonnateur scientifique de la production de substances dopantes. Les annotations révèlent qu'il percevait mensuellement 75 000 € pour ses services, somme astronomique qui explique son train de vie luxueux que ses revenus officiels ne pouvaient justifier. Le brigadier-chef Lemaire, désormais assisté par le commandant Patricia Roussel de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, établit rapidement les liens entre Vargas et le laboratoire alpin. L'analyse de ses communications téléphoniques et de ses déplacements révèle qu'il se rendait régulièrement dans la région de Chamonix, officiellement pour des consultations privées, mais en réalité pour superviser la production clandestine. La surveillance discrète mise en place autour de Vargas révèle qu'il maintient des contacts réguliers avec 3 autres personnes. Laurent Dubois, ancien biochimiste de l'Institut national du sport, officiellement à la retraite depuis 2015. Marie-Christine Lecomte, pharmacienne industrielle travaillant pour un grand laboratoire pharmaceutique lyonnais. Et surtout, Bernard Martineau, le guide de haute montagne qui avait croisé Gwenaël et Erwan le jour de leur disparition. Cette dernière révélation stupéfie les enquêteurs. Martineau, considéré comme un témoin de première importance et interrogé à plusieurs reprises depuis 5 ans, était en réalité impliqué dans le réseau criminel. Sa position de guide respecté lui permettait de circuler librement en montagne sans éveiller les soupçons, transportant matériel et produits chimiques vers le laboratoire clandestin sous couvert de ses activités professionnelles légitimes. L'interrogatoire de Martineau, mené conjointement par Lemaire et Roussel le 5 octobre, révèle progressivement l'ampleur de sa culpabilité. Confronté aux preuves accumulées, communication téléphonique avec Vargas, traces chimiques dans sa voiture de fonction, témoignages de clients l'ayant vu transporter des équipements suspects, le guide de 62 ans finit par craquer psychologiquement. Martineau avoue avoir découvert le laboratoire par hasard en 2015, lors d'une reconnaissance pour une future course guidée. Au lieu d'alerter les autorités, il a contacté les occupants et proposé ses services en échange d'une rémunération substantielle. Sa connaissance parfaite de la montagne et sa réputation irréprochable en faisaient le complice idéal pour un réseau nécessitant la plus grande discrétion. Mais c'est sur les événements du 13 août 2017 que les aveux de Martineau deviennent véritablement accablants. Ce jour-là, il effectuait sa descente habituelle du refuge de l'Échaud après avoir guidé un groupe de clients allemands, comme il l'avait déclaré aux enquêteurs. Mais contrairement à sa version officielle, il ne rentrait pas directement en vallée. Il devait faire un détour par le laboratoire clandestin pour livrer une commande de produits chimiques spéciaux commandés par Vargas. Arrivé au laboratoire vers 14h30, Martineau découvre avec stupeur que 2 adolescents se trouvent à l'intérieur de l'installation, en train de photographier méthodiquement tous les équipements. Il reconnaît immédiatement Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc, qu'il avait croisés quelques heures plus tôt sur le sentier. Les jeunes, surpris par cette intrusion, tentent de fuir, mais Martineau, parfaitement en forme malgré ses 62 ans, les rattrape rapidement. La confrontation qui suit révèle la tragique naïveté des 2 adolescents. Erwan explique qu'ils ont découvert l'entrée du laboratoire par hasard, en cherchant un abri pour photographier des marmottes sans les déranger. Intrigués par cette installation souterraine, ils ont décidé de l'explorer, pensant avoir découvert un ancien bunker militaire de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en voyant les équipements modernes et les documents sportifs qu'ils ont compris être tombés sur quelque chose d'illégal. Gwenaël, avec la franchise de ses 16 ans, avoue à Martineau qu'ils ont pris de nombreuses photographies pour les montrer aux gendarmes. Cette déclaration innocente signe leur arrêt de mort. Martineau comprend instantanément que ces images peuvent anéantir un réseau qui génère plusieurs millions d'euros annuels et compromettre définitivement la carrière de dizaines d'athlètes et de médecins. Le guide tente d'abord de convaincre les adolescents d'effacer leurs photographies en échange de son silence sur leur intrusion. Mais Erwan, élevé dans le respect des règles par sa mère pharmacienne, refuse catégoriquement.
Il explique qu'ils ont le devoir de signaler cette installation aux autorités, surtout après avoir reconnu sur les documents les noms de plusieurs sportifs français qu'ils admirent. Face à cette détermination, Martino prend la décision la plus lâche de sa vie. Il contacte immédiatement Vargas par téléphone satellite et lui explique la situation. Le médecin, pris de panique à l'idée de voir s'effondrer un système qu'il a mis des années à construire, donne l'ordre d'éliminer les 2 témoins gênants. « Il n'y a pas d'autre solution, Bernard. Ces gamins vont tous nous envoyer en prison », déclare-t-il selon les aveux de Martino. Ce qui suit constitue l'épisode le plus sordide de cette affaire. Vargas, qui se trouvait ce jour-là dans sa résidence secondaire de Megève, située à 45 minutes en voiture, rejoint rapidement Martino au laboratoire. Les 2 hommes, aidés par Laurent Dubois qui était présent pour superviser une nouvelle production, maîtrisent les 2 adolescents et les contraignent à ingérer un cocktail de sédatifs puissants. L'intention initiale, selon Martino, était simplement de les endormir le temps de réfléchir à une solution. Mais le dosage des produits administrés, calculés pour des adultes de corpulence moyenne, provoque rapidement un arrêt cardio-respiratoire chez les 2 victimes. Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc décèdent vers 18 heures, dans ce laboratoire souterrain qu'ils avaient découvert par la plus tragique des coïncidences. La suite des événements révèle la froide détermination des 3 criminels à effacer toute trace de leur forfait. Les corps sont transportés pendant la nuit vers une zone de crevasse du glacier de l'Échaud, où ils sont précipités dans une faille profonde de plusieurs dizaines de mètres. Vargas, qui connaît parfaitement la géologie glaciaire pour avoir participé à des expéditions scientifiques, sait que ces corps ne seront jamais retrouvés, le mouvement naturel du glacier les entraînant progressivement vers des profondeurs inaccessibles. L'appareil photo de Gwenaël pose un problème particulier. Dubois suggère de le détruire, mais Vargas s'y oppose, craignant que les composants électroniques laissent des traces chimiques détectables. Martino propose alors de l'enterrer dans un secteur reculé, suffisamment éloigné du laboratoire pour ne pas éveiller les soupçons en cas de découverte fortuite. C'est ainsi que l'appareil photo termine sa course dans ce plateau d'altitude, où Antoine Delorme et Isabelle Vacher le découvriront 5 ans plus tard. Les jours suivants, les 3 complices organisent méthodiquement l'évacuation du laboratoire. Tous les équipements de valeur sont déménagés vers une nouvelle installation située en Suisse, tandis que les produits chimiques dangereux sont neutralisés et enfouis dans plusieurs endroits de la montagne. Cette opération de grande envergure nécessite plusieurs voyages nocturnes et la complicité de Marie-Christine Lecomte, qui fournit les contenants spécialisés nécessaires au transport des substances toxiques. Martino avoue également avoir délibérément induit en erreur les équipes de secours lors des recherches qui ont suivi la disparition. Utilisant sa réputation de guide expérimenté, il a orienté les investigations vers des secteurs qu'il savait stériles, tout en écartant discrètement les recherches des zones sensibles. Cette manipulation, particulièrement odieuse, a fait perdre un temps précieux aux sauveteurs et réduit les chances hypothétiques de retrouver les victimes vivantes. Le 8 octobre, alors que les aveux de Martino sont corroborés par de nouvelles preuves techniques, l'étau se resserre définitivement autour des autres membres du réseau. Vargas et Dubois sont interpellés simultanément à leur domicile par des équipes du GIGN, tandis que Marie-Christine Lecomte est arrêtée sur son lieu de travail par la police judiciaire de Lyon. Les perquisitions révèlent des preuves accablantes. Documents comptables détaillant les revenus illégaux, correspondances avec des entraîneurs corrompus et surtout des échantillons de produits dopants innovants introuvables sur le marché traditionnel. L'interrogatoire de Vargas révèle l'ampleur européenne du réseau. Le médecin entretenait des relations commerciales avec des organisations criminelles italiennes, espagnoles et allemandes, fournissant des substances indétectables à des centaines d'athlètes de haut niveau. Les bénéfices annuels de cette activité dépassaient 5 millions d'euros, somme partagée entre les complices selon un pourcentage fixé dès l'origine du réseau. Dubois, ancien chercheur brillant reconverti dans le crime par appât du gain,
confirme les déclarations de ses complices tout en révélant des détails techniques stupéfiants. Le laboratoire alpin n'était que l'un des 5 sites de production que le réseau exploitait à travers l'Europe. Des installations similaires fonctionnaient en Autriche, en Suisse, en Italie du Nord et dans les Pyrénées françaises, toutes camouflées dans des zones de montagne difficiles d'accès. Marie-Christine Lecomte, la pharmacienne industrielle, jouait un rôle crucial dans cette organisation en détournant des matières premières pharmaceutiques de son employeur légitime. Utilisant sa position de responsable des stocks, elle prélevait régulièrement de petites quantités de produits chimiques rares que le réseau ne pouvait se procurer sur le marché libre. Ces détournements, répartis sur plusieurs années et soigneusement camouflés dans la comptabilité, représentaient une valeur marchande de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le 11 octobre, les enquêteurs découvrent le dernier élément qui permet de boucler définitivement cette affaire. Une vidéo de surveillance que Vargas avait fait installer secrètement dans le laboratoire alpin pour surveiller ses complices. Cette caméra, oubliée lors de l'évacuation précipitée, a enregistré les derniers moments de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc. Ces images, d'une cruauté insoutenable, montrent les deux adolescents découvrant progressivement l'horreur de leur situation avant de succomber aux substances qui leur ont été administrées de force. Cette preuve vidéo, aussi terrible soit-elle pour les familles, constitue l'élément décisif qui permet aux enquêteurs de reconstituer précisément les circonstances du double meurtre. Elle révèle également la préméditation des accusés et leur absence totale de remords face à la détresse de leurs victimes, éléments qui pèseront lourdement lors de leur jugement. Le procès de Philippe Vargas, Bernard Martineau, Laurent Dubois et Marie-Christine Lecomte s'ouvre le 15 mars 2024 devant la cour d'assises de Haute-Savoie. Cette audience, qui durera 3 semaines, constitue l'aboutissement de 18 mois d'instruction menée par le juge Alain Berthelot, magistrat spécialisé dans les affaires de criminalité organisée. Les familles de Gwenaël Tanguy et Erwan Leblanc, constituées partie civile avec l'assistance de maître Caroline Fournier, avocate pénaliste reconnue, assistent à chaque audience de ce procès qu'elles ont attendu pendant près de 7 années. Marc Tanguy, vieilli et amaigri par cette épreuve, témoigne avec une dignité bouleversante de la personnalité de son fils et de l'impact de sa disparition sur sa famille. Claire Leblanc, plus combative, dénonce avec force la cupidité des accusés qui ont brisé l'avenir de 2 adolescents pour protéger leurs profits illégaux. Le procès révèle au grand public l'ampleur du scandale de dopage qui a gangréné le sport français pendant près de 10 années. Les témoignages d'athlètes venus expliquer comment ils ont été piégés par ce réseau bouleversent l'opinion publique et remettent en question l'intégrité de nombreuses victoires olympiques françaises. Certains sportifs, contraints de révéler publiquement leur dopage involontaire, voient leur carrière définitivement ruinée par ces révélations. Philippe Vargas, jugé comme chef de l'organisation criminelle, tente vainement de minimiser sa responsabilité en rejetant la faute sur ses complices. Ses explications embrouillées et ses tentatives de justification scientifique de ses actes provoquent l'indignation de la Cour et du public. Son avocat, maître Jean-Claude Moreau, abandonne rapidement toute stratégie de défense pour plaider uniquement les circonstances atténuantes liées à l'âge et aux antécédents irréprochables de son client. Bernard Martineau, rongé par le remords depuis ses aveux, présente un profil totalement différent. L'ancien guide de montagne, détruit psychologiquement par la conscience de ses actes, multiplie les excuses publiques aux familles des victimes. Son témoignage, particulièrement détaillé sur les circonstances du double meurtre, permet aux proches de comprendre les derniers moments de Gwenaël et Erwan. Cette précision, aussi douloureuse soit-elle, apporte aux familles une forme de vérité qu'elles recherchaient depuis des années. Laurent Dubois adopte une stratégie de défense basée sur la manipulation psychologique exercée par Vargas. L'ancien biochimiste explique comment le médecin a progressivement compromis sa carrière scientifique en l'impliquant dans des recherches prétendument légales avant de l'entraîner dans la criminalité. Cette version,
partiellement corroborée par les témoignages d'anciens collègues, lui vaut une relative clémence de la part de la Cour. Marie-Christine Lecomte, seule femme du groupe, bénéficie initialement d'une certaine sympathie du public en raison de son statut de mère de famille sans antécédent judiciaire. Mais son témoignage révèle une personnalité froide et calculatrice qui a parfaitement conscience de la dangerosité de ses actes. La pharmacienne a en effet continué ses détournements, même après la disparition des adolescents, prouvant que ce drame ne l'a aucunement dissuadé de poursuivre ses activités criminelles. Le réquisitoire du procureur général, M. François Delacroix, dresse un portrait impitoyable des accusés. Il souligne particulièrement la préméditation du double meurtre, l'organisation méthodique de la disparition des corps et la manipulation des secours par Martineau. Ces demandes de condamnation reflètent la gravité exceptionnelle de cette affaire. Réclusion criminelle à perpétuité pour Vargas et Martineau, 25 ans de réclusion pour Dubois et 20 ans pour Lecomte. Les plaidoiries de la défense, menées par des avocats expérimentés, tentent de humaniser les accusés en évoquant leur parcours personnel et leur contribution positive à la société avant leur implication criminelle. Maître Fournier, représentant les familles, dénonce cette stratégie en rappelant que rien ne peut justifier l'assassinat de 2 adolescents innocents pour protéger des intérêts financiers. Le verdict, rendu le 5 avril 2024 après 8 heures de délibération, reflète la gravité des faits reprochés. Philippe Vargas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Bernard Martineau écope de 30 ans de réclusion criminelle, peine aggravée par sa qualité de personne de confiance, ayant abusé de sa fonction pour tromper les secours. Laurent Dubois est condamné à 22 ans de réclusion, tandis que Marie-Christine Lecomte reçoit une peine de 18 ans d'emprisonnement. Ces condamnations, parmi les plus lourdes prononcées en France pour des crimes liés au trafic de stupéfiants, marque la reconnaissance judiciaire de la gravité exceptionnelle de cette affaire. La Cour souligne dans ses attendus que l'assassinat de 2 adolescents pour protéger un trafic de dopage constitue un crime d'une lâcheté absolue qui justifie la sévérité des sanctions prononcées. Les réparations civiles accordées aux familles, bien qu'elles ne puissent compenser la perte irréparable de leurs enfants, témoignent de la reconnaissance de leur souffrance. Marc Tanguy et Claire Leblanc reçoivent chacun 500 000 € de dommages et intérêts, somme qui leur permettra de financer la création d'une fondation dédiée à la prévention du dopage et à la protection des jeunes sportifs. L'impact de cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire français. L'Agence mondiale antidopage utilise les révélations du procès pour renforcer ses procédures de contrôle et développer de nouveaux tests de détection. Plusieurs fédérations sportives internationales sont contraintes de réviser leurs règlements et d'exclure définitivement des athlètes impliqués dans ce réseau de dopage. En France, le scandale provoque une onde de choc qui conduit à la démission de plusieurs responsables sportifs et à une refonte complète des structures de lutte antidopage. Le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne fait l'objet d'un audit approfondi qui révèle d'autres dysfonctionnements et conduit au licenciement de plusieurs employés complices ou négligents. Marc Tanguy reprend progressivement une activité professionnelle normale, trouvant dans le contact avec les animaux un apaisement à sa douleur. Il déménage de Chamonix vers Annecy, incapable de supporter plus longtemps la vue quotidienne des montagnes qui ont été le théâtre du drame. Sa nouvelle clinique vétérinaire connaît rapidement le succès, sa réputation de compétence et d'humanité ayant survécu à cette épreuve terrible. Claire Leblanc fait un choix différent. Elle vend sa pharmacie de Chamonix et se consacre entièrement à la fondation créée en mémoire de son fils. Cette organisation, qui sensibilise les jeunes sportifs aux dangers du dopage et aide les familles confrontées à des disparitions, devient rapidement une référence européenne dans son domaine. Son action lui vaut d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2026. Les deux familles maintiennent des relations cordiales, unies par cette tragédie commune qui a à jamais changé leur existence. Elles se retrouvent chaque année le 13 août
pour une cérémonie de recueillement au cimetière d'Argentière, où des stèles ont été érigées en mémoire de Gwenaël et Erwan, bien que leur corps n'ait jamais été retrouvé. Le laboratoire souterrain découvert dans les Alpes a été entièrement détruit par les autorités après avoir servi de support à une enquête scientifique approfondie. Le site, désormais interdit d'accès, fait l'objet d'une surveillance régulière pour éviter qu'une nouvelle organisation criminelle ne s'y installe. Les autres laboratoires du réseau européen ont été démantelés grâce aux informations fournies par les condamnés français, conduisant à l'arrestation de 72 personnes dans 8 pays différents. Cette affaire, désormais étudiée dans les écoles de police et de gendarmerie comme un modèle d'enquête complexe, illustre parfaitement comment la détermination des enquêteurs et les progrès de la science criminalistique peuvent permettre de résoudre des mystères apparemment insolubles. Elle démontre également que même les crimes les mieux organisés finissent toujours par révéler leurs secrets, parfois au bout de nombreuses années, mais toujours grâce à la persévérance de ceux qui refusent d'abandonner la recherche de la vérité. Cette histoire nous montre comment la cupidité et la lâcheté peuvent transformer des adultes respectés en criminels sans scrupules, prêts à assassiner 2 adolescents innocents pour protéger leurs profits illégaux. Elle révèle aussi la force extraordinaire de familles qui n'ont jamais cessé de chercher la vérité malgré des années d'incertitude et de souffrance. Que pensez-vous de cette tragédie ? Avez-vous perçu les indices qui révélaient progressivement l'existence de ce réseau criminel? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre pouce en l'air si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type d'affaires criminelles complexes.